Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire spécial été 2024 pour le bilan. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Vous êtes très nombreuses et nombreux à vous être inscrits. Encore une fois, je vous remercie de la fidélité à tous ces webinaires que nous organisons pour vous, pour essayer de vous éclairer à la fois sur l'univers du digital, l'univers du tourisme digital, le marché, la distribution et évidemment tout ce qui concerne la génération de revenus, la rentabilité de votre établissement touristique. Vous le savez, on essaie toujours d'être ponctuel parce qu'on sait que vous avez une vie très chargée, une vie professionnelle très occupée et nous ne sommes pas là pour vous faire perdre du temps. Au contraire, on est là pour vous en faire gagner. Donc, il est 11 heures, comme prévu. Nous démarrons ce webinaire. L'objectif, c'est de partager un certain nombre d'analyses avec vous, d'identifier aussi les causes de ce qu'on peut voir, en bien ou en mal, et bien sûr d'identifier les leviers de croissance, puisque les prochaines saisons, et notamment la saison 2025, elles se préparent dès maintenant. Donc, à nous de voir un petit peu comment s'est passé cet été. Alors, on va pouvoir partager un certain nombre d'éléments et notamment des réponses que vous avez faites très nombreuses et nombreux à notre enquête, mais aussi des éléments de conjoncture qui sont partagés par des organismes plus officiels avec des vues plus importantes sur le marché. Mais tout ça converge, on va s'en rendre compte. En fait, toutes les perceptions, toutes les analyses qui sont partagées par les uns et les autres et surtout vos avis, votre opinion convergent dans la même direction. Nous sommes en plein retour au plat. Voilà, c'est un électroencéphalogramme plat, même s'il y a de la croissance. Et donc, cet électroencéphalogramme plat, on va analyser un petit peu les raisons de cet atterrissage, qui est un atterrissage compliqué après un certain nombre d'années records. Donc, en 2022, 2021, 2020, on sait qu'on a eu le Covid. Et puis, sans parler, sans revenir sur cette période, on sait qu'il y a eu cette fameuse phase en 2022-2023, ce qu'on appelle du voyage revanche, après des séries successives de confinement, d'isolement, d'absence de relations fortes avec les membres de sa famille, avec ses tribus, eh bien les voyageurs partout dans le monde et particulièrement en France ont multiplié les déplacements, les week-ends, les séjours courts et les vacances évidemment, avec des séjours très longs. Donc ça a permis vraiment d'avoir une consommation touristique record, notamment en 2023. Et puis 2023, malgré l'inflation, et j'ai envie de dire, une fois que l'inflation s'est considérablement installée, eh bien, on se retrouve en 2024 avec une chute assez importante qui, elle, on va le voir, est pour l'essentiel provoquée par le phénomène inflationniste. Donc, on revient à la normale de 2019, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on était quand même habitué depuis 2 ans à un régime de croissance et un régime de revenus qui était extraordinairement positif, ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas sur l'été 2024 et, a priori, ce n'est pas la direction que cela prend pour 2025. Les deux facteurs qui ont pu avoir le plus d'incidence, évidemment, sur ce retour, cet atterrissage, ce retour dans l'atmosphère, évidemment, d'abord, c'est l'inflation, on le sait, elle a grimpé dès le déclenchement du conflit ukrainien et russe. Et donc, cette inflation qui a été essentiellement actionné par l'inflation qui touchait le secteur de l'énergie, s'est ensuite propagé à la totalité des matériaux, des matières premières, et notamment des matières premières alimentaires. Et on le sait, les Français, les Européens ont beaucoup tapé dans le bas de laine, dans le porte-monnaie, dans l'épargne. Et cette inflation, depuis 2 ans, a eu des conséquences importantes sur les arbitrages budgétaires des voyageurs, et notamment des Français, et en particulier en ce qui concerne les vacances, même si les vacances, on le dit, on le répète, et c'est encore toujours le cas, sont devenues élevées au rang de besoin vital, au même titre que l'alimentation. Cependant, quand le bas de laine commence à être très entamé, évidemment, les arbitrages se font plutôt au détriment des vacances que de l'alimentation générale de la famille. Et le deuxième facteur, c'est le mauvais temps. On a eu un printemps pas terrible, on a eu un début d'été, un mois de juillet, juin pas terrible, ce sont les deux principaux facteurs, mais qui a, le mauvais temps, eu un impact important sur le moral des voyageurs, sur les intentions de voyage et sur également les délais de réservation. On a bien vu que la plupart des voyageurs attendaient de voir, on parlera aussi du contexte politique s'agissant des Français, mais attendaient de voir comment cet été, que l'on annonçait un peu chaotique du point de vue de la météo et du climat, comment cet été allait se faire. Et
c'est un peu aussi la magie du digital et d'Internet, c'est qu'aujourd'hui sur les réservations, on voit bien que ce phénomène se mesure, notamment sur la fenêtre de réservation. On a vu, à la différence de l'année dernière et des années précédentes, on a vu que cette fenêtre de réservation, eh bien, soit elle était très très longue, c'est-à-dire les gens avaient réservé depuis très longtemps, depuis le mois de janvier ou février, pour pouvoir amortir, on va dire, le coût de leurs vacances et le financement de leurs vacances, soit ils l'ont fait très très tard après avoir constaté d'une part si la météo était bonne et deuxièmement si les prix allaient plutôt évoluer à la baisse parce que c'est vrai que les prix, on va le voir, sont restés quand même très élevés. Donc ces facteurs-là, ils ont eu une incidence, c'est qu'il y a quand même 36% des Français qui affirment, et c'est la première raison, ne pas être partis en vacances pour des raisons budgétaires. Donc c'est un taux qui est quand même important et qui est conforté par l'impression que les Français ont donnée, les sentiments qu'ils ont donnés au fur et à mesure des sondages qui ont été faits par les différents instituts entre le mois d'avril et le mois de juillet, où trois quarts des Français considéraient notamment, par exemple, que le prix de la restauration les prix de la restauration étaient trop élevés, avaient trop monté. Pour certains même, ces prix et ces augmentations n'étaient pas justifiées. Et cela, évidemment, on le sait, le budget restauration est un budget important lors des vacances. Ça fait partie des choses que les gens aiment bien faire, partir au restaurant pendant les vacances, en profiter avec la famille. Mais là, pour le coup, avec de telles augmentations, cela pouvait avoir un impact, les Français l'ont dit d'ailleurs, sur leur décision de partir en vacances. Partir en vacances, si on n'a pas les moyens de se payer le restaurant et si on ne peut aller que dans les supermarchés pour se préparer sa propre alimentation, ses propres repas, c'est pas forcément la chose la plus joyeuse qu'aient envie de faire les Français en vacances. Et par conséquent, pour beaucoup, cela a eu un impact sur leur décision de départ et vous pouvez toutes et tous le mesurer. Mais il n'y a pas que l'alimentation. On a vu que sur l'hôtellerie, et c'est un indice qui a été relevé par MKG, on a vu que sur l'hôtellerie, l'augmentation des prix a été quand même importante, au-delà du phénomène JO sur la région parisienne, sur la totalité des bassins français et même européens. On a noté depuis 2 ans une augmentation des nuitées hôtelières de plus de 16%. Elle n'avait augmenté que de 2,3% l'année dernière par rapport à 2022, c'est-à-dire en 2023 par rapport à 2022, mais de 2024, pardon, de 2024 par rapport à 2023, ça n'a augmenté que de 2,3%. Mais les augmentations qui ont été faites entre 2023 et 2022 sont restées, elles se sont un peu sédimentées, et on arrive à un résultat de plus 16,2%. Donc là, pareil, ça a un impact, hein, évidemment. On parle des hôtels, mais c'est un impact qui se répand sur toute l'hôtellerie marchande, hein. Les hôtels, les maisons d'hôtes, les gîtes et aussi les campings. Et donc cet impact-là a été quelque chose qui a freiné, évidemment, les décisions de réservation et de départ en vacances des Français, mais pas que des Français. On voit de manière un peu plus, on va voir que l'impact du prix, la stratégie de prix, elle est pas neutre dans la perception globalement que les Français et les Européens se font des offres touristiques. On voit que notamment dans le haut de gamme, les compagnies hôtelières qui ont les moyens de faire des prévisions tarifaires, qui appliquent des stratégies de gestion des revenus, ce qu'on appelle le yield management ou le revenu management, ben, on voit qu'elles avaient anticipé un petit peu sur la réaction de leur clientèle, y compris la clientèle haut de gamme, hein, qui est également impactée par l'inflation. Et donc, l'hôtellerie haut de gamme, elle avait baissé ses prix globalement de 0,3% et on a constaté, selon les études de MKG, que son taux de remplissage, lui, avait progressé sur l'été. À l'inverse, dans l'hôtellerie économique, les prix avaient augmenté encore cette année de 4,1% et on s'est retrouvé avec un taux de remplissage plus bas. Donc, au final, pour ceux qui connaissent un petit peu le lexique de la gestion des revenus, le REVPAR, lui, bah, il est à peu près resté le même, mais cela s'est fait évidemment au détriment du taux d'occupation. Donc, on sait que lorsque le taux d'occupation est bas, il y a quand même plus de difficultés à supporter les frais fixes de l'établissement. Et donc, cette stratégie tarifaire, qui a été une stratégie de continuer, alors certains malheureusement n'ont pas pu faire autrement parce qu'ils étaient eux-mêmes touchés par l'inflation dans leur propre exploitation, on est d'accord, mais cette stratégie tarifaire qui a consisté à augmenter les tarifs, encore une fois, hors de l'effet des Jeux olympiques, a eu un impact évident sur les taux d'occupation et on voit bien que d'un segment de l'hôtellerie marchande à un autre, en fonction du fait que ces segments ont appliqué des stratégies
de positionnement prix un peu plus réactive par rapport à l'inertie du marché, on voit que bah, le haut de gamme qui a les moyens de prédire et de s'adapter a pu remplir un peu plus ses hôtels et que l'économique a vu sa fréquentation et son taux d'occupation baisser par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est très important de bien mesurer que bah, dans un contexte économique qui est vraiment contraint par l'inflation, la notion de prix, elle devient évidemment beaucoup plus importante dans les choix des voyageurs que uniquement le prix, la valeur, la e-réputation, les étoiles, etc., etc. Là, la notion de prix devient un sujet très dur dans les arbitrages que font les consommateurs. On le voit d'ailleurs, cette notion de prix, elle a vraiment concerné tous les acteurs du voyage et du tourisme cet été. Ryanair, qui est quand même connu pour avoir pas mal d'oursins dans les poches et de revendiquer une tarification certes agressive, mais une tarification juste, a dû en dernière minute baisser ses prix parce que le trafic était en baisse. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est la première fois de son histoire que cette compagnie, qui est une compagnie successful, qui a en général une analyse du marché qui est extrêmement pertinente, bah, doit un petit peu en catastrophe, hein, durant le cours de l'été, appliquer une réduction tarifaire. Donc on voit bien que les compagnies aériennes, elles sont très habituées à la gestion des revenus, au yield management, donc elles sont plutôt réactives. Mais quand vous avez une compagnie qui déjà a des prix très bas bah, et que vous commencez à attaquer l'os en baissant les prix, ça veut dire qu'il y a quand même une situation économique, une situation de réaction des voyageurs au marché qui est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était l'année précédente. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une friction sur les tarifs qui s'est orchestrée cette année. On le voit d'ailleurs, malgré cette baisse de prix, les Français ne sont pas plus partis que cela à l'étranger. Le relevé aujourd'hui des différents ministères, tourisme, économie et diplomatie française, montre bien que les Français, à 88%, sont restés en France. Hein. Donc, vous voyez, les prix chez Ryanair ou ailleurs ont pu baisser. Les Français sont restés en France, ils étaient 89% en 2023. Donc, s'il y a moins de fréquentation, ça veut dire que les Français sont non seulement restés en France, mais ils sont aussi, pour la plupart, restés chez soi ou en tout cas pas très loin de chez soi. Cette baisse des prix, elle a pas concerné que Ryanair. On a vu des records de baisse de prix cet été dans l'aérien. En général, quand on regarde les compagnies aériennes françaises et notamment Air France, hein, et ça, ce sont les chiffres officiels de la DGAC, les prix globalement ont baissé de 5,4 au mois de juillet. Donc ça, c'est un record historique. Hein, ça s'était jamais vu. Et encore une fois, tout ça est vraiment isolé de ce qui s'est passé à Paris avec les JO. Vers les Outre-mer, où la saison a été encore plus compliquée, on voit bien que les prix ont été baissés en catastrophe de 7,4%. Vers les Antilles, donc c'est carrément 9,1%. Et puis sur les destinations à l'international, qui souvent sont prisées par les Français qui partent à l'étranger pendant l'été, là pareil, on voit que les prix ont baissé de 10% vers les destinations court courrier en Europe et ils ont baissé de 12% vers l'Asie. Donc là, encore une fois, on voit bien que bah, les Français, les Européens, ils ont eu du mal à voyager cet été et que les compagnies touristiques hein, de transport, d'hébergement ont dû quand même ajuster rapidement leurs tarifs pour pouvoir sauver les meubles. Et encore une fois, rien n'est gagné. Les grandes OTA également, bah, ils n'ont pas caché que c'était un peu plus difficile cette année que les années précédentes. Hein. Si on prend Booking, Booking affirme que ça a été un peu plus compliqué cet été. Il n'y a eu qu'une progression de 7% de son revenu contre 9 en 2023. Alors, à l'échelle d'une boîte qui fait plusieurs dizaines de milliards de réservations, 2 points d'écart, ça fait quand même beaucoup d'argent et ça fait beaucoup de marge à la fin, à l'arrivée, de perdu. Idem pour Airbnb, qui a fait une croissance de ses revenus de 11% cet été contre 18% l'été dernier, et avec des bénéfices qui ont quasiment été divisés par deux sur le trimestre concerné. Donc là, les rapports financiers et les commentaires des patrons de ces gros outillés sont très clairs. On constate aujourd'hui que bah, les gens consomment moins, que les gens acceptent moins certaines règles tarifaires, certaines polices tarifaires, politiques tarifaires, et réservent de plus en plus tard parce que bah, les tarifs ne sont pas adaptés à leurs attentes et par conséquent, bah, ils attendent de voir si jusqu'en dernière minute, les prix ne vont pas baisser. Donc, que ce soit Airbnb ou Booking, ils ont constaté deux phénomènes que vous avez certainement dû constater à votre niveau. D'un côté, bah, les réservations se faisaient très très tôt, très en amont de la saison et donc ça a été
un point positif parce que c'est en général quelque chose qui sécurise votre planning et votre taux d'occupation. Et donc, ça concerne une infime partie de voyageurs, mais importante malgré tout, de par le poids de sécurisation qu'elle apporte, qui réserve tôt pour pouvoir avoir les meilleurs prix, les meilleures conditions. Et puis, bah, il y a une fenêtre de réservation qui s'est carrément contractée, que ce soit chez Booking ou Airbnb, mais d'autres acteurs également. Hein. Si vous prenez un acteur comme Click and Boat, hein, qui est spécialisé dans la location de bateaux entre particuliers, c'est la première fois de leur histoire qu'ils constatent des réservations à moins de 3 jours, très majoritaires, sur les destinations où ils sont établis. Donc on voit bien que il y a un mouvement de fond, des changements de comportement des voyageurs, des consommateurs, notamment en lien avec plus en lien, plus réactifs, eux, au marché, plus réactifs grâce au digital. Et donc, bah, il faut que de l'autre côté, l'offre également soit un peu plus réactive et soit plus en phase avec les attentes du marché pour que le marché puisse se rencontrer. On voit bien que cette année, ça n'a pas été le cas. En tout cas, ça n'a pas été le cas aussi fortement que ça ne l'était les 2 années précédentes. Alors, votre opinion, elle compte, hein, parce que vous avez accepté de répondre à un sondage qu'on a lancé en début de semaine. Et merci, vous avez été quasiment 3200 à répondre. Donc ça, c'est super. Quand on vous pose la question de savoir comment vous avez ressenti et comment vous qualifieriez votre activité en juin, sans trop de surprise, parce qu'on l'a constaté par ailleurs, on voit que le mois de juin, en moyenne, il a progressé de 2%, hein, selon les avis des uns et des autres. Donc ça a plutôt été un mois de juin sympa, même s'il y a eu des élections au milieu, même s'il y a eu une météo moyenne. Mais là encore, c'était une population, une clientèle qui avait réservé assez tôt. On voit quand on analyse les réservations de juin que leur fenêtre de réservation était une fenêtre de réservation assez longue. Donc les gens avaient prévu depuis un certain nombre de semaines ou de mois de partir en juin. Ils n'ont pas remis en question leur départ dans une grande proportion. Et donc, on a un mois de juin qui a été, de l'avis que vous nous avez donné, plutôt positif et qu'on peut effectivement confirmer par les chiffres. Le mois de juillet est un mois de juillet qui a connu de la progression, mais qui est évidemment moins satisfaisant. C'est un secret pour personne. Ça a été dit sur tous les tons, sur tous les médias, partout, tous les métiers, que ce soit même les métiers du camping, hein, qui étaient habitués à avoir des croissances annuelles régulières. On voit bien que bah, le camping lui-même constate qu'en juillet, la période, l'exploitation a été pas catastrophique, mais pas loin. En tout cas, c'était pas brillant. Dans l'hôtellerie, pareil, les maisons d'hôtes, pareil. Donc, on voit bien, et y compris dans les locations de courte durée. Malgré ça, il y a quand même une progression. Alors, les progressions sont très inégales, hein, mais elles ne sont pas aussi marquées que celles du mois d'août, puisque au mois d'août, vous considérez avoir fait un très bon mois d'août. Et on sait qu'en moyenne, la plupart de celles et ceux qui ont fonctionné et ont bien fonctionné ont réalisé en général des progressions de plus de 30% au mois d'août, donc ce qui est plutôt très bonne chose. Donc, mois d'août, évidemment, bah, ce sont beaucoup de départs du mois de juillet qui ont été reportés au mois d'août. On le voit à travers les fenêtres de réservation, on le voit à travers les changements d'intention des voyageurs. Donc on voit bien que le facteur météo qui finalement retenait les gens de partir et le facteur prix qui aussi ne les incitait pas à partir en disant ben, non seulement il ne va pas faire beau ou il y a un risque qu'il ne fasse pas beau et en plus ça va coûter très cher, ben, les gens ne sont pas partis. Et puis ben, les prix se sont corrigés en tout cas chez un certain nombre d'opérateurs. La météo est devenue plus clémente et donc ça a permis globalement sur l'été d'avoir un été positif de l'ordre de 21% en moyenne, même si on le sait, d'une région à l'autre, ces performances sont très, très différentes, très disparates, et également à l'intérieur de chaque métier, que vous soyez hôtelier, camping, les performances ne sont pas les mêmes. Donc, on a globalement quelque chose de positif, pas aussi fort et pas dans la même trajectoire que ce qui a été fait les 2 années précédentes, mais il y a quand même un certain nombre de professionnels qui ont su tirer les marrons du feu dans une situation qui était, on le sait, inédite de par sa complexité. Alors j'ai envie de dire inédite, le mot est fort quand on est passé les uns et les autres à travers les gouttes du Covid, mais ça reste une situation inédite, un retour à la normale, un atterrissage qui est quand même considérablement impacté par le phénomène inflationniste. Quand on vous pose la question de savoir comment vous envisagez la saison du mois de septembre, et ben là on voit que c'est beaucoup plus mitigé quand même. On voit qu'aujourd'hui déjà, pour celles et ceux qui partagent de la donnée, les chiffres ne sont pas aussi encourageants que ce qu'on pouvait espérer, notamment en imaginant qu'une partie des professionnels qui avaient été mobilisés sur les Jeux Olympiques dans la région parisienne prendraient des vacances au mois de septembre. Alors,
souvent, les réponses sont faites, sont liées à l'incertitude politique, à l'incertitude de la situation qui est levée depuis hier avec la nomination du nouveau Premier ministre. Mais ça ne règle pas tout, ça ne veut pas tout dire. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on veut partir l'été en vacances la plupart du temps et que c'est très compliqué d'imaginer que des gens qui partaient habituellement au mois de juillet vont partir systématiquement au mois de septembre. Il risque d'y avoir des reports et peut-être un peu plus de déplacements à l'étranger. Donc en tout cas, votre sentiment, votre perception pour le mois de septembre est un sentiment très très mitigé et ça peut se comprendre. Les causes de 2024, on le sait, on vient d'en parler. Quand on vous interroge, bah, vous êtes les premiers à dire la première raison, c'est quand même l'inflation. Donc vous avez l'habitude de vos chiffres, vous avez l'habitude de discuter avec vos clients, avec vos confrères, et donc vous forgez une opinion par rapport à ça. Et on voit bien, on le voit nous aussi, on voit bien que l'inflation a été le premier point à impacter en tout cas les voyageurs européens et pas que français sur ces réticences à réserver en avance et à réserver même, voire à partir en vacances et à dépenser un certain nombre d'euros pour venir loger ou se restaurer ou consommer des loisirs. La situation politique française arrive en deuxième position, ça peut se comprendre, même si finalement rester chez soi en attendant la nomination d'un gouvernement, ça ne fait pas vraiment avancer les choses, mais c'est vrai que on pouvait s'interroger à la sortie des élections européennes et après la dissolution sur le climat qui pouvait régner en France et qui aurait pu éventuellement venir contrarier le bon déroulement des vacances. Les Jeux olympiques n'ont pas été considérés comme ayant eu un impact hors de la région parisienne, un impact négatif en retirant du tourisme. Enfin, c'est un point évidemment qui apparaît, mais c'est pas ça qui a été le plus important. Ça représente un peu, à peine un peu, presque un peu la moitié de la première raison qui est quand même l'inflation. Et puis il y a les autres raisons. Et en réalité, dans les autres raisons, on va le voir, ce sont les facteurs météorologiques et notamment le mauvais temps de juin où vous avez été plusieurs à apporter, plusieurs dizaines et centaines à apporter des commentaires en disant bah oui, l'autre raison, c'est qu'on pense que juin nous a quand même bien plombé le début des vacances. Quant aux annonces sur les contraintes posées par la sécheresse et les fortes chaleurs, en particulier dans le sud, elles ont peu joué aussi parce que elles ont probablement été prononcées par les professionnels ou par les autorités politiques avec moins de force que l'année dernière. C'est vrai que ça a pu l'année dernière euh, inciter les gens à ne pas partir dans les zones chaudes en ayant peur qu'il y ait trop forte chaleur, des restrictions liées à la sécheresse. Donc, je crois que cette année, les discours alarmistes ont été beaucoup moins, en tout cas audibles, ont été en tout cas moins forts. Puis la saison s'est globalement pardon, bien passée. Les professionnels concernés dans les zones ont aussi pris des mesures d'équipement, de récupération de l'eau, par exemple, ce genre de choses. Il y a une communication beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive, et ça a mis en confiance aussi les voyageurs. Et donc, à ce titre, il faut féliciter les professionnels, et notamment les syndicats hôteliers qui ont su prendre le bon ton et le bon sujet par la bonne main. Voilà donc pour les raisons que vous avez ressenties, que vous avez partagées. Et puis, moi, je rajouterai une autre raison, c'est que bah, les consommateurs, on n'arrête pas de le dire, depuis 2 ans, c'est bien mesuré, il y a 75% des consommateurs et des voyageurs qui changent, qui avouent changer complètement de comportement d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, dans leur façon de réserver, dans leur façon de chercher un voyage, dans leur façon d'identifier un hébergement, un loisir à pratiquer. Donc, ces choses-là, par le digital, par Internet, par la multiplication des distributeurs, elles changent à une vitesse phénoménale et il faut par conséquent savoir s'adapter à ces changements pour pouvoir quasiment d'un mois sur l'autre saisir les opportunités qu'on n'avait pas forcément l'occasion de saisir correctement jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire parce que ces changements-là, ils vont aller encore plus fort dans les prochaines saisons. Et donc, la clé, elle va être assez darwinienne, hein. C'est est-ce que vous êtes en mesure de vous adapter? Est-ce que vous savez vous adapter? Est-ce que vous avez les moyens de vous adapter? Et auquel cas, bah, vous serez, comme on dit, time to market, up to market, vous serez adapté au marché et vous saurez répondre aux attentes des clients. Les changements importants, on l'a vu, à retenir, ce sont les changements sur les fenêtres de réservation. Alors, celles et ceux qui sont bien digitalisés, qui ont des outils de réservation comme Eloa ou d'autres, bah, vous avez la possibilité d'extraire vos données et de voir, en les comparant sur les saisons précédentes, de voir que la période, l'écart qui se crée entre le moment où les gens réservent et le moment où ils arrivent chez vous, il s'est creusé
soit à l'extrême, c'est-à-dire les gens réservent très tôt, soit cet écart s'est considérablement contracté. Mais en fait, vous allez probablement constater en analysant vos chiffres que la part des gens qui réservent moins d'un mois avant d'arriver chez vous, elle, pour le coup, elle est en train de réduire comme peau de chagrin, ce qui vous donne finalement très peu de visibilité sur le remplissage de votre établissement. Donc la fenêtre de réservation, elle s'est contractée, c'est à des degrés inédits jusqu'à présent. On le voit, Booking et Airbnb le soulignent, d'autres compagnies hôtelières le soulignent, les gens réservent de plus en plus tard dans les loisirs. C'est même pas la peine, c'est quasiment quelques heures avant d'arriver, notamment par Internet. Donc, il faut vous adapter à ces fenêtres de réservation. Ça veut dire que si vous n'êtes pas encore bien digitalisé, que les gens doivent réserver chez vous en remplissant un formulaire en attendant que vous leur répondiez, bah là, déjà, vous êtes en train sérieusement de plomber vos perspectives, vos performances. Alors, vous allez toujours pouvoir dire, mais oui, mais il y a encore des gens qui remplissent des formulaires, mais posez-vous donc la question de ceux qui voient votre site et qui ne remplissent pas les formulaires, donc les occasions que vous loupez, parce que bah, les gens se décident au dernier moment, des fois tard la nuit, des fois en fin de semaine, et ils ont envie de trouver l'information, est-ce que vous êtes disponible, à quel prix, et si ça les intéresse, de pouvoir réserver. Donc ça, ce sont des changements importants qui sont évidemment liés à deux paramètres majeurs. Un, le digital. Aujourd'hui, on cherche tous les prix n'importe quand, à n'importe quel délai avant le départ. Et si on n'a pas une réponse immédiate, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le digital. Et le deuxième paramètre, c'est l'inflation. C'est le fait que le marché, ben, on sait que les prix dans l'hôtellerie, quand on est un voyageur, dans l'hôtellerie, dans l'aérien, les prix fluctuent. On a vu la preuve avec ce qui s'est passé dans l'aérien. Les prix fluctuent très vite. On voit ce qui se passe aussi dans l'hôtellerie. Et par conséquent, on regarde jusqu'au dernier moment pour pouvoir réserver. Donc si vous n'avez pas dans votre établissement, sur votre site internet, avec votre système de réservation, les moyens de pouvoir réagir à ces fenêtres de réservation, vous aurez de grosses difficultés dans les saisons à venir à rester adapté aux à-coups du marché, et ça, c'est un peu délicat. Le deuxième point, c'est que, toujours pareil, compte tenu de l'inflation, les gens cherchent plus, comparent plus. Les Français sont en train de multiplier quasiment par deux le nombre de sites qu'ils sont en train de consulter avant de réserver. Ils étaient à quasiment une moyenne de 38 sites visités avant de réserver. Ils sont quasiment à 80 aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose qui démontre bien que les gens cherchent toujours le meilleur prix, mais pas que. Ils cherchent la meilleure valeur. Est-ce que à prix identique, ils arriveraient entre le prix que vous diffusez sur Onotea et le prix que vous diffusez sur votre site? Est-ce qu'il n'y a pas un avantage en plus à réserver chez vous parce que vous allez offrir une arrivée tardive, un petit déjeuner, une bouteille de vin, que sais-je? Tout ça fait que ça donne un peu plus de valeur à votre offre et donc les gens vont plutôt réserver chez vous. Donc ils ne comparent pas que les prix, soyons clairs. Donc ça, c'est un phénomène lié à l'inflation. Et le deuxième, c'est que bah, les systèmes, les plateformes de comparaison comme Trivago, comme TripAdvisor, ont connu un regain de trafic cet été. Donc, ça a bien montré que bah, les gens cherchaient à comparer les prix, à trouver le meilleur prix disponible pour un établissement donné, pour un hébergeur donné. Mais c'est valable aussi dans les loisirs. Je parlerai tout à l'heure de Google Activité ou de Google Direct. Les voyageurs cherchent toujours le meilleur prix. Et donc, ce phénomène va continuer à s'accentuer. Il ne faut pas croire que demain, si l'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, retombe à un niveau normal de 2%, que les consommateurs vont abandonner ces attitudes. Regardez le QR code, il était mort, il a été ressuscité par le Covid, et aujourd'hui, on voit du QR code partout, il n'a pas disparu. Bah là, c'est pareil, comparer les prix, aller voir ce que ça donne à droite et à gauche, ça va faire partie des attitudes des consommateurs. Donc, toutes ces questions-là, elles ont de l'importance et notamment aussi la question pardon, des conditions de paiement. Les principales plateformes Booking, Airbnb, Expedia ont mis en place cette année les paiements en 3 fois sans frais. Donc, on a fait un webinaire et je vous renverrai le lien pour celles et ceux qui sont intéressés sur comment ça marche, c'est quoi l'intérêt. En réalité, le 3 fois sans frais, ce mode de paiement, il a été multiplié par 3 en termes d'usage par les internautes cet été. Donc là, on voit bien que depuis ce printemps, les voyageurs bah, sont prêts à réserver, mais à condition aussi qu'on leur en donne envie, pas forcément en cassant les prix, mais en facilitant
leurs moyens de paiement, en lissant leur budget, en acceptant de l'encaisser en 3 fois. Aujourd'hui, c'est la norme. C'est 70% des voyageurs aux États-Unis qui maintenant voyagent avec du 3 fois sans frais. En Europe du Nord, c'est quasiment 67%, et en France, ça n'arrête pas de progresser. Donc là, pareil, si avec votre système de réservation, vous n'avez pas branché de système de paiement qui est compatible avec le 3 fois sans frais, ça peut devenir un handicap pour convaincre un certain nombre de clients qui, eux, sont prêts à réserver plus tôt, mais à condition de lisser leur paiement sur 2, 3 fois. Et puis, c'est une sécurité aussi pour vous. Donc, regardez d'ailleurs dans les dernières communications de Booking pour celles et ceux qui se distribuent sur Booking et notamment les Booking Payment. Booking vous dit, bah, nous, on vous propose d'encaisser pour vous, on vous propose de proposer le 3 fois sans frais au client. Évidemment, vous le payez comme toujours, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal, il y a toujours quelqu'un qui paie. Alors, au final, c'est le consommateur, mais c'est un coût qui est partagé. Mais en même temps, ça sécurise les réservations, il y a moins d'annulations et les voyageurs, ils trouvent un avantage qu'ils ne trouveraient pas chez vos concurrents, à savoir, bah, je peux payer en 3 fois, et donc c'est un peu plus souple de le faire en début de saison. Donc ces 3 facteurs sont des facteurs marquants, probants, dont on a parlé tout au long de l'année, mais qui n'étaient pas à dessein, hein. C'est parce que c'est vraiment une tendance qui s'installe en Europe, j'ai envie de dire, latine, et qui est un phénomène qui conditionne beaucoup de réservations, on l'a vu. Alors, le profil bah, des professionnels du tourisme français, belge, qui, je sais qu'il y en a beaucoup et je les remercie, marocains aussi, et ils nous regardent aussi, qui s'en sortent bien. Bah, ce profil-là, en 2024, il n'a pas trop changé, mais il se consolide, il se conforte. D'abord, il faut avoir un bon site Internet, ça c'est clair. Alors, un bon site Internet, c'est pas un site Internet qui vous coûte beaucoup d'argent. C'est pas un site internet compliqué, c'est juste qu'il faut avoir de belles photos, de belles vidéos. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils viennent voir pas si votre site il est bleu, rouge, vert ou orange, ils vont regarder déjà est-ce que vous avez des belles choses à montrer chez vous. Donc ça, c'est important. Et puis, évidemment, ils ont envie de voir si on peut réserver chez vous. Parce qu'ils veulent tout seuls voir leur prix, comparer. Et puis, bah, si vous ne l'avez pas, au bout d'une seconde et demie, ils ont repéré qu'il n'y avait pas de site de réservation, de moteur de réservation, ils s'en vont. Donc ça, c'est important parce que je pense que vous avez chacune et chacun mesuré ce que ça vous coûte hein, de faire un site Internet, d'amener du trafic sur votre site Internet. Bon, si c'est pour que les gens ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés, c'est un peu frustrant. Évidemment, les OTA, vous distribuez sur les OTA, c'est devenu aujourd'hui vital. Encore une fois, c'est une affaire d'équilibre, c'est une affaire de maîtrise. J'ai eu cet été des vieux clients Eloa, alors quand je dis vieux, c'est historique, hein, mais qui avaient euh, une inquiétude très très forte, hein. Enfin, ils avaient une angoisse hein, de voir le taux d'occupation pas se déployer. Et puis je leur disais, mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas sur les OTA. Et puis, ah oui, mais c'est une affaire de philosophie, on ne veut pas donner d'argent à ces gens-là, pas question, on sait toujours garder d'eux. Je leur dis, mais attendez, vous pouvez y aller de manière modérée, mais ça va immédiatement vous donner la visibilité, parce que si vous comptez que sur votre site, c'est pas suffisant. Bah, ils l'ont fait, et en 2 jours, ils recevaient d'autres réservations. Ils avaient plus de visibilité. Donc, ça leur a permis de sauver quand même pas mal de charges fixes hein, cette année. Donc, il ne faut pas considérer, encore une fois, les OTA, ce n'est pas le grand Satan, c'est pas le truc dans lequel il ne faut pas mettre le doigt, il faut juste y aller à juste proportion. Mais vous irez d'autant mieux et d'autant plus convaincu et d'autant plus en maîtrise que bah, vous aurez votre site internet, votre dispositif de réservation chez vous et que les clients, de toute façon, préféreront toujours réserver directement chez vous. Si vous y allez en ayant un site ou pas de site ou un site pas terrible et pas de système de réservation, évidemment, les gens vont aller que sur les OTA. Je prends l'exemple d'un hôtel 4 étoiles avec lequel nous travaillons historiquement. Je regardais cet été, il a fait 82% de réservations avec les OTA, sans les OTA, pardon, en direct. Juste parce que bah, l'hôtel est super, les photos sur son site sont super, les vidéos sont super, sa politique tarifaire, elle est différenciée entre la réservation directe et les OTA, et que ce travail-là, il est fait tous les jours d'arrache-pied, ça paye. La dépendance aux OTA n'est que de 18%. Donc, vous pouvez maîtriser ce marché à condition de mettre tous les atouts de votre côté par rapport à votre propre équipement digital. Les comparateurs, vous ne pouvez pas faire l'impasse parce que vos consommateurs, vos clients, dans quasiment 100% des cas,
vont voir les tarifs, les vôtres, ceux de vos concurrents, les vôtres qui plus est s'ils n'y sont pas, vont les voir sur les comparateurs. Donc, si vous n'êtes pas présent sur les comparateurs, dans un contexte de tension économique, de tension tarifaire, de tension inflationniste, vous allez avoir des difficultés à être vus par les consommateurs. Et évidemment, le premier des comparateurs, c'est devenu Google, votre page Google My Business avec le lien de réservation directe. Hein, vous le savez, des solutions comme Eloi, mais il y en a d'autres, hein, proposent la possibilité, quand vous êtes équipé de ces solutions, de pousser vos prix sur votre page Google My Business et donc de recevoir des réservations en direct sur votre moteur de réservation, pas sur votre site, hein, sur votre moteur de réservation qui vous coûte zéro, puisque là, Google ne facture aucune commission et a continué d'affirmer qu'il ne facturerait pas de commission aux hébergeurs et aux professionnels du loisir, puisque l'équivalent existe pour les professionnels du loisir qui sont nombreux à nous regarder ce matin, qui s'appelle Google Things to Do, donc Google Activités. Donc ça, c'est pareil. Allez-y, mettez-vous en visibilité parce que les réservations se faisant de plus en plus tard, souvent les gens sont déjà sur votre destination ou à proximité de votre destination, et la plupart du temps, bah, ils font ça dans leur voiture, dans le train, à l'aéroport, ils regardent leur téléphone mobile, ils vont sur Google parce que Google est dans tous les téléphones mobiles, y compris les Apple, et puis ils font une recherche et ils vont tomber sur la page Google My Business en premier lieu. Donc s'il y a vos prix, s'il y a votre lien de réservation et que vous les intéressez parce que le profil de votre établissement est bon, il y a des bons avis, des belles photos et que tout est complet, ben, c'est un plus pour vous qui vous coûte zéro. Et quand vous ne le faites pas, ben, vous coupez quand même une large part de chance. Hein. Il faut savoir que cette année, nous avons constaté quasiment 22% de réservations pour certains opérateurs, certains hôteliers, certains pros des loisirs qui provenaient de leur page Google. Donc 22%, c'est une réservation sur cinq. Ça vaut le coup quand même d'actionner une solution qui est gratuite. Voilà, on peut toujours courir le 400 mètres avec un poids accroché au pied, hein, ça peut être sympa, mais je pense que quand on peut s'en passer, il ne faut pas s'en priver parce que c'est du revenu net de commission qui se fait facilement. Les avis ont toujours aussi été importants cet été, encore une fois. Ils viennent conforter la valeur que les gens peuvent accorder à votre établissement. Donc la collecte d'avis, les réponses aux avis, c'est majeur. Le faire en temps et en heure, parce que les gens s'intéressent non seulement aux avis les plus frais, mais aussi aux réponses les plus fraîches que vous avez apportées. Hein. On n'a pas envie de lire un avis qui date d'il y a 6 mois et une réponse qui date d'il y a 3 mois. On a envie de lire quelque chose qui est récent pour être certain d'acheter un produit ou un service qui colle à l'actualité. Évidemment, les conditions de paiement, j'y reviens, je vais pas prolonger, je ne vais pas allonger, mais c'est essentiel de diversifier vos moyens de paiement sur votre système de réservation, parce que si vous n'offrez que Visa, Mastercard, éventuellement Amex, vous coupez de quasiment 70% des gens qui, eux, veulent soit payer en 3 fois sans frais, soit, s'il s'agit de population européenne, de payer avec leurs moyens de paiement classiques. Et enfin, on l'a vu cette année, l'agilité tarifaire, la réactivité tarifaire. Si vous avez fait vos tarifs en janvier dernier et que jusqu'à la fin de cet été, quel que soit le contexte économique ou inflationniste, vous ne les avez pas touchés, vous n'avez pas réagi à la concurrence, vous ne les avez pas retaillés quasiment au jour le jour, ben forcément, vos résultats ne doivent pas être super bons à la fin de cette saison. Peut-être que vous me contredirez dans vos réactions, dans vos avis, mais clairement, cette saison, plus qu'une autre, il a fallu piloter les tarifs quasiment du bout du doigt et quasiment au jour le jour. Donc cette agilité tarifaire, cette adaptation tarifaire, elle est essentielle et c'est pas juste je monte ou je baisse. On va en parler, je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez améliorer cette approche. Ça se fait en fonction de vos marchés, de vos segments, pour éviter évidemment de perdre trop d'argent, parce que le but, c'est pas juste je monte ou je baisse. Il y a des choses un peu plus fines à faire, et d'ailleurs, vous l'avez vu tout à l'heure avec les chiffres des compagnies hôtelières haut de gamme, quand on fait des choses un peu sophistiquées, un peu subtiles, hein, qui ne demandent pas de gros efforts, on arrive à avoir les bonnes réactions au bon moment et donc avoir les bons résultats sur le marché. Donc, cette agilité, moi, je vous invite à scanner ce QR code parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir bénéficier gratuitement jusqu'au 31 octobre de la formation sur la gestion des revenus que j'anime personnellement. Vous verrez, il y a 35 modules vidéo extrêmement détaillés avec des cas d'école bien précis, que vous soyez
un hébergeur ou un professionnel des loisirs et qui va vous permettre, puisque les stratégies de revenus, de gestion des revenus, on les met en place en général après la saison, juste après la saison. En général, c'est entre septembre et octobre, hein, c'est ce qui se fait dans les grandes compagnies touristiques. Pour la saison à venir, ben, ça va vous aider à commencer à dompter un peu ces concepts de gestion des revenus si vous avez le sentiment aujourd'hui de ne les pratiquer que de manière très superficielle, de manière un peu amateur. Bah, si vous voulez rentrer dans un niveau un peu plus professionnel, un peu plus adéquat, on va dire adapté à la situation, n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation. Encore une fois, c'est gratuit, mais on prend les inscriptions. Vous pourrez rentrer dans le parcours que jusqu'au 31/10. Donc, vraiment, il faut y aller. N'hésitez pas à scanner, 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 et puis les coachs et Éloi pourront en discuter directement avec vous. Ce que vous pourrez y apprendre, et qui est important, c'est que vous allez apprendre des règles de la gestion des revenus. La gestion des revenus, c'est la rentabilité. C'est pas juste on monte, on descend et comment on fixe un prix. C'est vraiment au final comment vous améliorez la rentabilité de votre établissement. C'est comment vous allez pouvoir vous approprier vraiment à l'échelle de votre établissement, quelle que soit sa taille. Vous êtes une compagnie touristique de taille importante, moyenne ou toute petite taille, vous êtes tout seul, vous êtes en couple, vous faites de l'hébergement, vous faites du loisir. La gestion des revenus, c'est une discipline qui est propre au tourisme. Et elle ne peut pas s'appliquer ailleurs, même si maintenant, notamment les organisateurs de concerts, veulent se l'approprier pour que, voilà, donc, vous voyez le succès qu'elle a, mais c'est une discipline qui est née dans l'univers du tourisme et qui est propre au tourisme et que vous avez tout intérêt à vous approprier parce qu'elle peut s'adapter, quelle que soit votre taille et quel que soit votre degré de maturité. Et puis, ça va vous permettre, on va vous apprendre dans cette formation, à mesurer vos progrès, à chiffrer vos gains de rentabilité, parce que vous l'avez vu avec les compagnies haut de gamme, mais vous le verrez aussi avec d'autres types d'acteurs et de bilans. Quand on est à la pointe de ces revenus avec beaucoup d'agilité, ben, ça veut dire qu'on est finalement en réaction permanente au marché. Et quand le marché se tend, eh ben, on a la bonne réaction. Et quand le marché se détend, on a aussi la bonne réaction pour en tirer le maximum de profit. Donc, c'est des fois le chaînon manquant hein, qu'il y a dans vos établissements. Vous avez vos sites Internet, vous avez vos systèmes de réservation. Et puis, on a souvent cette question qui nous est posée par beaucoup d'entre vous en disant, mais est-ce que vous croyez que je suis dans le bon prix? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que je fais bien? Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont intéressantes à pouvoir apprendre. Allez-y, profitez-en, c'est gratuit. Alors, je vois que vous êtes nombreux puisque nous sommes arrivés à la fin de ces explications. Vous savez qu'on tient toujours à ne pas user de votre temps, à ne pas consommer votre temps. Donc, si vous avez des questions, évidemment, mon équipe est présente aussi sur ce webinaire et donc va pouvoir me retracer vos questions. Il y a un quiz qui a été mis en ligne, enfin un questionnaire, et merci pour les unes et les autres d'accepter d'y répondre, parce que c'est toujours très précieux d'avoir votre avis. Donc, je vais pouvoir répondre aux questions. Est-ce que Marine ou JB ont des questions à me transmettre? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Pas de questions? Marine? Oui. Oui, nous sommes là. On était Ah en ouais. train de répondre aux nombreux participants qui ont des questions très intéressantes donc sur le campus, sur les paiements. Ok, est-ce qu'il y a des questions en particulier auxquelles il faudrait que je réponde là en public ou pas? Alors là, d'ailleurs, on a justement une personne qui nous demande si on aura un webinaire sur le paiement en 3 fois sans frais. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, on pourra d'ailleurs vous envoyer le lien sur le précédent webinaire que nous avions fait, mais on va l'actualiser, donc avec grand plaisir, bien sûr. C'est un sujet important pour bien comprendre ce que ça coûte, ce que ça rapporte et comment ça se met en place. Avec plaisir. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a eu beaucoup de questions très Oui. intéressantes. Et merci pour votre participation, en tout cas, c'était super. Bah écoutez, je pense qu'on a tous fait les uns et les autres l'effort de se retrouver parce que la situation nous concerne et les réactions nous concernent. Merci à toutes et à tous. On a tenu 45 minutes les uns et les autres à échanger. Je sais que l'équipe a été très active. Merci à Marine, à JB, à Nali qui ont répondu aux questions en direct qui étaient posées et merci de votre participation aux différents sondages. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très très vite pour le prochain cours. Pour celles et ceux qui suivront les cours en vidéo du parcours du campus sur le revenu management. Et puis, on va se revoir très vite sur un prochain webinaire. On a beaucoup de choses à vous annoncer d'ici la fin de l'année. Merci, passez toutes et tous un excellent week-end. Et encore une fois, une belle saison à venir. Merci à tous.